Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de la Fondation contre le cancer. Alors, en ce mois d'octobre, toute l'attention est focalisée sur le cancer du sein à l'occasion de la grande campagne Octobre Rose. À la Fondation contre le cancer, nous avons beaucoup communiqué sur le sujet et nous avons eu beaucoup de demandes des médias qui ont sollicité nos experts pour de nombreuses interventions. Aujourd'hui, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur François Fuchs, directeur du laboratoire d'épigénétique du cancer de l'ULB et du centre de recherche du cancer de l'ULB, et le docteur Didier van der Stechel, directeur médical et scientifique à la Fondation contre le cancer. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur la question du cancer du sein dit triple négatif et les espoirs portés par la recherche dans ce domaine. On va découvrir les travaux menés par le laboratoire de recherche du professeur Fuchs et nous allons voir quelles sont les pistes porteuses d'espoir, tant pour des perspectives diagnostiques que thérapeutiques, en particulier pour les patientes atteintes de ce type de cancer particulièrement agressif. Alors, une fois de plus, vous avez été nombreux à vous inscrire et à marquer de l'intérêt pour ce webinaire. On vous remercie. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement rappeler quelques petites informations pratiques. Vous avez envoyé beaucoup de questions via le chat, donc par mail avant ce webinaire. Et donc, on va faire un maximum pour répondre à toutes ces questions. On les a regroupées selon différentes thématiques. Vous avez aussi l'occasion de poser vos questions en live via le chat, donc en dessous de la vidéo que vous voyez visionner en ce moment, pardon. Et donc, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, n'hésitez certainement pas à revenir vers nous plus tard via notre ligne gratuite Cancer Info au 0800 15 801. Et donc, nous allons directement accueillir Didier van der Stechel qui va nous faire une présentation d'ordre plus général sur le cancer du sein avant de passer aux présentations liées à la visite du laboratoire. Didier, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, une très brève introduction concernant les cancers du sein en général et les triples négatifs en particulier. Vous savez que les cancers du sein sont les cancers les plus fréquents chez la femme, avec pratiquement 11 000 nouveaux diagnostics, rien que de cancer du sein, chaque année chez la femme en Belgique, et une petite centaine chez l'homme. 15% de ces cancers sont appelés triples négatifs, ce qui représente environ 1500 nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans notre pays. Alors, ces cancers triples négatifs posent toute une série de problèmes particuliers. Ils atteignent davantage des femmes plus jeunes que la moyenne. Ils peuvent se déclarer avant 50 ans, voire même avant 40 ans, ce qui est relativement inhabituel dans le cas des cancers du sein. La plupart d'entre eux atteignent des femmes au-delà de la cinquantaine. Ils ont tendance à être plus agressifs que la moyenne, avec un risque de récidive plus élevé. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de ces cancers triples négatifs? Eh bien, vous savez qu'il y a toute une série de catégories différentes de cancers du sein. Alors, on peut les différencier notamment en fonction de l'endroit dans la glande mammaire d'où ils tirent leur origine. Dans la glande mammaire, vous avez des lobules qui produisent le lait. Si le point de départ du cancer est dans les cellules d'un lobule du sein, eh bien, on va parler de cancer lobulaire. Dans un sein, vous avez également des canaux qui conduisent le lait depuis les lobules jusqu'au mamelon. Si le point de départ d'un cancer du sein est dans un de ces canaux, on va parler de cancer canalaire. Et le degré de développement de ces cancers est également un élément important pour les différencier. On va parler soit de cancer in situ, quand ils sont restés tout à fait bien localisés à leur point de départ, ou de cancer infiltrant, si des cellules cancéreuses atteignent déjà de proche en proche d'autres tissus. Alors ça, c'est la classification, je dirais, grossière des cancers du sein. Mais aujourd'hui, grâce au progrès de la biologie moléculaire, on peut aller beaucoup plus loin dans la compréhension des différences entre cancers en étudiant ce qui se passe à la surface et à l'intérieur des cellules cancéreuses. Et c'est là que les triples négatifs vont apparaître. Alors, regardez une cellule qui est une cellule cancéreuse ici au centre de l'écran. À la surface de cette cellule, pour faire l'interface avec le monde extérieur de la cellule, vous avez une membrane et sur cette membrane, vous avez des récepteurs. Des récepteurs, ça peut être comparé, si vous voulez, à une serrure sur une porte. Une serrure
ça suppose une clé adaptée, et ces clés adaptées peuvent être des facteurs de croissance. Et donc, il faut que la bonne clé, par exemple le bon facteur de croissance, vienne se fixer sur le bon récepteur pour déclencher une cascade de réactions chimiques à l'intérieur de la cellule. Et certaines de ces réactions chimiques peuvent notamment contrôler ou stimuler la division cellulaire. Et vous savez que la division cellulaire, c'est quelque chose de tout à fait fondamental en cancérologie. Eh bien, il y a toute une série de récepteurs à la surface de certaines cellules cancéreuses du sein, notamment des récepteurs aux estrogènes, des hormones féminines, des récepteurs à la progestérone, une autre hormone féminine, et il y a encore une troisième famille de récepteurs parmi d'autres qu'on appelle les HER2. Eh bien, les cellules cancéreuses qui n'expriment aucun de ces trois récepteurs ou très peu de ces trois récepteurs, récepteurs à la progestérone, récepteurs aux estrogènes et récepteurs HER2, puisqu'il manque trois récepteurs, on les appelle triplement négatives. Et c'est embêtant parce que la découverte de ces récepteurs spécifiques a permis le développement de traitements spécifiques. Et le plus connu d'entre vous, c'est probablement l'hormonothérapie, qui est un des traitements classiques dans le cancer du sein. Pour que l'hormonothérapie serve à quelque chose et soit efficace, il faut que ces récepteurs soient présents. Si ces récepteurs sont absents, on n'a pas la possibilité de proposer ces traitements aux femmes atteintes par ces cancers. Et on est donc confronté à un sérieux problème, des cancers heureusement moins fréquents que la plupart des cancers du sein, mais des cancers plus agressifs, avec moins de possibilités de traitement. Et c'est pour ça que la Fondation contre le cancer est intervenue de deux manières. D'abord et avant tout en finançant des projets de recherche spécifiquement sur ces cancers, parce que vous le savez, c'est notre credo. La seule manière de progresser, c'est d'abord de comprendre et puis de construire sur ce qu'on a compris. La recherche reste le moteur des progrès en cancérologie. Donc, nous aurons le professeur François Fuchs qui va partager avec nous le résultat de ses travaux dans ce domaine. Mais un deuxième axe important pour la Fondation contre le cancer, c'est l'information du grand public et l'information des patients. Et c'est ce que nous faisons avec vous ce soir pour essayer de vous apporter des informations aussi correctes et aussi compréhensibles que possible, ce qui n'est pas inutile quand on sait la masse des informations souvent erronées qui circulent dans tous les domaines et y compris sur le cancer du sein. Alors, le focus ce soir sera mis sur la recherche, mais au travers des questions, on pourra éventuellement aborder des questions du style prévention, facteurs de risque, traitement, en restant, comme l'a dit Sophie, très général. On ne va pas faire de la médecine par webinaire interposé. Et je passe le pointeur au professeur Fuchs. Merci. Merci Didier. Nous vous proposons à présent de découvrir le laboratoire du professeur Fuchs. Professeur Fuchs, vous êtes reconnu internationalement. Vous êtes le leader belge dans le domaine de l'épigénétique. Et je vais vous demander peut-être de vous présenter en quelques mots avant de visionner le petit film de votre laboratoire et peut-être de nous dire comment vous en êtes venu à diriger ces fameux travaux de recherche. Oui, donc voilà, bonsoir tout le monde. C'est vraiment d'abord un plaisir d'avoir accepté cette invitation, d'avoir reçu cette invitation, et puis à vous tous d'être ce soir présents avec nous. Donc pour me présenter très brièvement, je dirige donc le laboratoire d'épigénétique du cancer à la faculté de médecine à l'ULB, sur le campus Erasme, et je dirige également un centre de recherche, le centre de recherche sur le cancer à l'ULB. Et par ailleurs, mes activités maintenant vont également se développer dans l'Institut Bordet, le nouvel Institut Bordet, qui va être transféré d'ici à quelques semaines également sur le campus Erasme. Et j'ai initié finalement mes recherches en épigénétique de par ma formation en Angleterre, en fait, à l'université de Cambridge. Et puis il y a ça quand même pas mal d'années, je suis revenu en Belgique où j'ai effectivement développé, on va dire pour la première fois, en fait, des activités d'épigénétique et plus particulièrement dans le contexte du cancer et plus précisément encore dans le contexte du cancer du sein. Merci.
Le but de nos recherches, c'est de mieux comprendre le cancer pour mieux le traiter. Et pour ce faire, on aborde une thématique qui s'appelle l'épigénétique. Il faut comprendre ce qu'est le livre de la vie. On sait qu'il est constitué d'ADN et on sait en fait, si on regarde une métaphore en tant que livre, on peut voir en fait nos gènes comme étant un texte qui n'est pas constitué de syntaxe. Et comme on peut le voir sur cette image, on a du mal en fait à lire ce texte. Mais maintenant, si on ajoute la syntaxe à ce texte, c'est-à-dire les virgules, les points, eh bien on se rend compte que le texte devient intelligible. Et donc l'épigénétique, si vous voulez, de manière simple, c'est la syntaxe de notre ADN. Il y a plusieurs sous-types dans le cancer du sein. D'aujourd'hui, il y a 4 sous-types qui sont bien identifiés, dont l'un d'entre eux qui s'appelle les cancers du sein triple négatifs, qui représentent à peu près 15 à 20% de tous les cancers du sein. Ce cancer est particulièrement important parce qu'il est très agressif et on n'a pas encore de traitement spécifique à ce sous-type de cancer du sein. La question importante est effectivement de comprendre comment l'épigénétique peut apporter une plus-value tant diagnostique que thérapeutique. Par certaines technologies, on a pu identifier les fameux 4 sous-types dont je parlais, tels que le cancer du sein triple négatif, mais l'épigénétique a permis de montrer qu'en fait, il y avait au moins 6 sous-types qui existaient. Et donc ça émane notamment de nos recherches et financé par la Fondation contre le cancer, où on a pu identifier, sur base de l'épigénétique de l'ADN, de cette fameuse syntaxe, on a pu démontrer de manière spécifique qu'il y avait des sous-groupes supplémentaires par rapport à ceux qu'on connaissait précédemment. Et d'un point de vue clinique, en quoi cela pourrait être important? Eh bien, on pourrait, dans ce cadre-là, lorsqu'une femme vient en clinique, pouvoir la distinguer parmi non pas 4 sous-groupes, mais maintenant 6 sous-groupes. Et on comprend bien que ça s'inscrit dans cette médecine personnalisée qui serait de pouvoir identifier chaque cancer du sein en l'occurrence, qui serait propre à chaque patiente. Donc l'épigénétique, finalement de manière très concrète, apporte dans le cadre du cancer du sein un meilleur dépistage, une meilleure identification d'une patiente donnée avec son cancer du sein qui lui est propre. Ça, c'est vraiment l'apport diagnostique du cancer du sein. Donc il faut bien voir ce qu'est le livre de la vie. On sait que dans le livre de la vie, il y a un volume, un premier volume qui est celui de l'ADN. Et dans le cas de l'épigénétique, on parle de l'alphabet de l'ADN. Mais il y a en fait un deuxième volume qui est celui de l'ARN et qui est tout aussi important que celui de l'ADN. L'ADN, donc de nos gènes. On se rend compte en fait qu'on pourrait essayer de corriger cette fameuse syntaxe. Je vais prendre l'exemple, un peu la métaphore de mon prénom, François. Il y a une cédille. Ça, c'est typiquement de la syntaxe de l'ADN, donc de l'épigénétique. On ajoute une information supplémentaire et donc une lecture supplémentaire à ce prénom. Mais ce qui peut se passer dans le cancer, c'est qu'on peut ajouter cette syntaxe de manière altérée ou l'enlever de manière altérée. Et on va considérer que cette syntaxe est ajoutée de manière inappropriée. Eh bien, de manière thérapeutique, l'idée, ça serait d'avoir une sorte de Tipex, de gomme, pour enlever la syntaxe qui est ajoutée de manière inappropriée à nos mots. Et on comprend de nouveau dans cette métaphore de livre de l'ADN, vous l'avez compris, il y a finalement cette syntaxe qu'on appose à nos lettres. Et maintenant, dans le cancer, malheureusement, cette syntaxe peut être ajoutée de manière altérée et de façon, on va dire, thérapeutique. L'idée, c'est de venir effectivement avec cette gomme et d'éradiquer, d'enlever la cédille, par exemple. Donc c'est l'apport vraiment thérapeutique de l'épigénétique de l'ADN. Pour comprendre le rôle de l'ARN dans les métastases, il faut reprendre notre syntaxe de l'ARN et en fait, on parle ici de M6A. M6A va décorer notre ARN dans nos cellules normales, mais il faut parfois
ajouter ou enlever ce M6A. Et pour ce faire, on a ce qu'on appelle des protéines des enzymes. On peut considérer, dans notre cas, une gomme qui va enlever la syntaxe, qui va enlever M6A. Cette gomme s'appelle FTO. Dans le cancer, ce qui se passe, c'est que cette gomme n'est plus opérationnelle. Elle est cassée. Et on l'aura compris, le M6A, la syntaxe, ne peut plus être enlevé en fait de notre ARN. Et ça a des effets très délétères dans la production de l'ARN. Ça conduit à des métastases et ça va entraîner une mortalité accrue dans le cancer du sein. Nos recherches, de manière importante, permettent d'entrevoir en fait un nouveau traitement des métastases, ce qui est particulièrement important puisqu'on a aujourd'hui très peu de traitements dans ce contexte. La manière de le considérer, elle est assez simpliste. Si on revoit notre image de gomme, cette gomme elle est cassée, FTO, est cassée dans le cancer. Il faudrait essayer de réparer cette gomme. Et donc la manière de pouvoir faire cela, ça serait de trouver une colle qui serait un médicament pour recoller finalement notre gomme et par là qu'elle puisse refonctionner et de pouvoir réguler, apposer ou pas M6A et qu'on puisse dans ce cadre-là, donc on répare la gomme, on corrige M6A et on pourrait combattre le cancer, éradiquer les métastases. C'est ce vers quoi nos recherches tendent en fait en termes de traitement, d'apporter un nouveau traitement des métastases grâce à l'épigénétique de l'ARN. Il est important de mentionner que la recherche académique soutenue par la Fondation contre le cancer est d'ores et déjà transposée en recherche qu'on va dire plus appliquée, c'est-à-dire pharmaceutique. Très concrètement, nous avons en fait fondé une société de biotechnologie qui a pour but de finalement trouver cette fameuse colle pour réparer la gomme et de finalement trouver des nouveaux médicaments. Donc on est déjà très activement, et on espère à l'orée de quelques années, en train de transposer notre recherche académique vers une recherche translationnelle, clinique, pour le bien des patients atteints notamment de cancer du sein triple négatif. Voilà, on sent à travers ce reportage combien vous êtes passionné et cette visite nous en a déjà dit assez long sur vos travaux de recherche, mais il y a beaucoup de curiosité au sein du public et donc nous allons à présent prendre les premières questions qui nous ont été envoyées. Alors les premières questions, elles sont posées sur la recherche. Je vais commencer avec celle-ci. Quelles sont les nouvelles pistes de traitement envisagées sur base des découvertes de l'épigénétique ? Oui, donc très bonne question pour démarrer. Pour finalement initier ce registre-là, je veux quand même rappeler ce qu'est finalement l'épigénétique. Donc on peut voir sur cette diapositive que finalement l'épigénétique, il faut considérer le livre de la vie, on parle d'ADN. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on analyse un texte, eh bien, on a du mal à le lire sans finalement cette syntaxe de nos gènes qu'est l'épigénétique. Donc, je pense qu'on peut voir en fait, voilà, sur la partie gauche de la diapositive, finalement, ce qu'on appellerait la génétique, hein, donc un assemblage de lettres qui constituent des mots, mais on a du mal à lire ce texte. Maintenant, si on appose donc la syntaxe, des virgules, des points, des accents en français par exemple, eh bien on voit que ce même texte, donc à droite, c'est le même texte que celui à gauche, eh bien le texte est à présent intelligible. Et donc l'épigénétique, si vous voulez, c'est la syntaxe de l'ADN. Et on se doit de prendre en compte la dimension épigénétique pour comprendre le livre de la vie. Donc c'était, je voulais rappeler, disons en guise d'introduction, de quoi on parle finalement en termes de recherche et de nos activités. Maintenant, pour reprendre précisément le propos de votre question, qu'en est-il en termes de traitement épigénétique ? J'aime ici à dire que les traitements épigénétiques du cancer sont d'ores et déjà une réalité. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des épidrogues de première génération,
certaines de ces molécules, de ces médicaments, sont approuvées par la FDA, par l'agence américaine, et on peut les administrer à certains patients atteints de différents cancers. On parle ici plutôt de tumeurs liquides pour différentes raisons, en tout cas pour traiter ces patients. À l'heure actuelle, si ce n'est ces épidrogues donc de première génération, il y a beaucoup de recherches, tant fondamentales que pharmaceutiques, pour essayer d'identifier des épidrogues de deuxième génération qui permettront d'avoir un ciblage qui est plus adéquat pour pouvoir évidemment traiter plus précisément les patients, ce qui est absolument indispensable, on peut l'imaginer, dans le cadre du traitement du cancer du sein. En d'autres termes, il y a des traitements d'ores et déjà en épigénétique pour le cancer, et il y a de meilleurs traitements qui sont en cours et qui seront bientôt, qu'on pourra bientôt administrer aux patients. Qui sont en cours de développement, donc. Absolument. Très bien. Alors, une deuxième question ici, c'est dans quelle mesure vos recherches permettent-elles d'améliorer le diagnostic des cancers du sein? Et ensuite, comment l'épigénétique permet de prédire l'évolution d'un cancer du sein et la réponse au traitement? Oui, donc ici je voudrais présenter la diapositive que vous voyez à présent. Donc il faut bien se rendre compte que quand on parle d'épigénétique, dans le cadre notamment du cancer du sein, il y a vraiment, on pense, une utilité clinique. Donc finalement, il y a deux questions dans ce que vous venez de proposer. Et pour y répondre, on sait que lorsqu'une patiente est vue en clinique, le pathologiste va, sous microscope, essayer d'identifier différents récepteurs. Et le docteur Van der Stechel en a parlé précédemment. Mais en marge de cela, l'idée, ça serait également de pouvoir assigner ou déduire des portraits qu'on va appeler épigénomiques. Et par analogie au microscope, j'aime à parler d'un épigénoscope, c'est-à-dire d'avoir une autre vision, une autre loupe sous l'angle de l'épigénétique. Et c'est intéressant, on pense cliniquement, pour deux raisons, et qui sont liées aux deux questions que vous avez posées. La première, c'est par rapport au diagnostic. Nos recherches ont permis d'apporter une classification, une taxonomie, si on veut, plus précise, et ça a été évoqué dans le petit reportage, c'est que sur la base d'un profil épigénétique, eh bien, on a identifié des groupes de femmes atteintes de cancer du sein supplémentaires par rapport à des données précédentes. Et notamment, pour ce qui est des cancers du sein triple négatifs, eh bien, l'angle épigénétique permet d'en distinguer, de distinguer des groupes supplémentaires. Donc c'est évidemment très important, on peut l'imaginer, puisque concrètement, lorsqu'une patiente arriverait en clinique, eh bien, on pourrait, sur base de l'épigénétique, pouvoir identifier à quel groupe elle appartient et par là, pouvoir lui administrer un traitement qui serait plus approprié. C'est évidemment encore de la recherche fondamentale translationnelle et on espère à terme, bien sûr, qu'elle pourra être transposée en clinique. La deuxième partie de votre question Oui. a trait à l'aspect prédictif des traitements. C'est ça. C'est évidemment absolument essentiel, on peut le comprendre, puisque les différents traitements dans le cancer du sein, l'hormonothérapie, la chimiothérapie, eh bien, toutes les patientes, malheureusement, ne répondent pas. Et donc, ce qui serait absolument fondamental, critique, ça serait de savoir quelle patiente pourrait répondre au mieux à tel traitement, tel que la chimiothérapie. Une étude que nous avons effectuée, et je tiens à signaler d'ailleurs que ces recherches ont été soutenues très activement par la Fondation, eh bien, nous avons par exemple, relativement récemment, permis d'identifier ce qu'on va appeler des marqueurs épigénétiques, c'est-à-dire des gènes qui sont modifiés épigénétiquement, donc qui ont une syntaxe, comme quand j'en ai parlé précédemment. On a identifié en fait 5 gènes épigénétiques, 5 mots qui ont une syntaxe particulière. Et ces 5 mots, ces 5 gènes permettent en fait de prédire quelles femmes répondront au mieux à une chimiothérapie qui est assez spécifique qu'on administre aux patientes. Donc on l'aura compris, ce travail pourrait être particulièrement important puisque sur base donc de cette signature, si on veut, épigénétique, eh bien on pourra
identifier, prédire les patientes qui répondront au mieux. Et je tiens à signaler que ce travail maintenant est effectué en partenariat avec une société pharmaceutique en Wallonie pour essayer d'aller plus loin, évidemment, et on espère à terme que cette signature puisse être utilisée en clinique. Et je voudrais peut-être aller une étape plus loin, parce que pour les patientes qui nous écoutent, là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement concret et de fondamental pour elles. Pouvoir dire à une patiente nouvellement diagnostiquée, grâce à cette meilleure compréhension intime, biologie moléculaire, du type particulier de cancer auquel on est confronté, chez vous, madame, la chimiothérapie est nécessaire et elle sera efficace. Voilà. Ou dire chez vous, madame, on ne va pas utiliser la chimiothérapie parce qu'on sait que ça ne fonctionnera pas et donc on fera autre chose. Donc choisir un traitement aussi lourd en termes de qualité de vie tout de même, parce que malgré les progrès qui ont été faits, une chimiothérapie, ce n'est pas le plus agréable des traitements, eh bien pouvoir l'administrer en sachant d'entrée de jeu chez qui ça fonctionnera et chez qui ce n'est pas nécessaire, c'est une petite révolution en cancérologie. Hein. Voilà, on l'espère en tout cas. On travaille activement en ce sens. Et ça veut dire aussi qu'on gagne du temps dans le processus du traitement, je suppose. Oui, absolument, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, j'ai ici une troisième question qui concerne la vaccination par ARN messager. On demande si la vaccination par ARN messager peut être envisagée. Oui, alors, ici, à nouveau... on entend beaucoup parler de nos jours évidemment, cette vaccination à base d'ARN messager avec la pandémie malheureusement encore d'actualité. Et vous allez comprendre d'ailleurs que c'est en relation avec nos recherches. Mais effectivement, il y a vraiment une avancée. Je pense que tout un chacun maintenant a bien compris que cet ARN est une molécule essentielle à la vie. Et c'est ce que j'essaie de représenter sur cette diapositive. Hein, il y a l'ADN d'un côté, mais maintenant il y a l'ARN. On est tous au courant. Et il y a ces avancées absolument extraordinaires avec cette vaccination et ces nouvelles, finalement, cet nouvel angle technologique. Et donc, la question finalement, est-ce qu'on pourrait utiliser ces vaccins qui ont l'air de marcher fonctionner dans le cadre d'un virus pour le cancer? Et la réponse est pour le moment qu'on espère que ça sera le cas, mais il est clair que la pandémie donne de l'espoir. Et ça, je voudrais quand même donner également ce message-là, malgré tout ce qui se passe. Finalement, on vit en temps réel le développement d'une technologie qu'on a pu administrer donc sur les patients, et on a gagné en fait un temps vraiment essentiel, énorme, pour pouvoir à terme développer des vaccins contre le cancer. Où en est-on ? Il faut savoir quand même qu'on sait tous maintenant, Pfizer, BioNTech, Moderna, on en entend tous parler. Il faut savoir qu'en fait ces sociétés ont commencé sur la vaccination à base d'ARN messager, mais dans le cadre du cancer. Et quasiment du jour au lendemain, elles ont shifté, elles ont bifurqué sur le Covid-19. Oui, je vous en prie, bien sûr. Parce que c'est peut-être une manière de répondre à des craintes qu'on a beaucoup entendues dans le grand public sur pourquoi est-ce que ça a été aussi vite, c'est suspect. Ben, c'est parce qu'il y avait déjà eu tout un travail préliminaire, justement dans le domaine du cancer, qui avait été fait et qui a permis de donner un sacré coup d'accélérateur. Oui, alors, bon, peut-être petite parenthèse si on peut, mais je pense que c'est quand même important d'être très factuel ici, parce que j'entends souvent des inquiétudes. Comment se fait-il qu'en quelques mois, on a développé une telle technologie qui n'existait pas? Il faut savoir qu'en fait, cette technologie d'ARN messager, ça faisait plus de 20 ans en fait qu'elle était développée. C'est d'ailleurs une très belle histoire par rapport aux chercheurs qui étaient un peu mis dans les limbes de la recherche et qui ont vraiment amené des avancées extraordinaires. Donc la technologie, elle existait, et la pandémie a permis d'avoir un coup d'accélérateur sur l'utilisation de la technologie. Mais elle n'est pas arrivée en quelques mois. Donc ça, je pense que c'est vraiment, vous avez raison, très important de le mentionner. Et donc dans le cadre du cancer, eh bien maintenant, grâce finalement à la pandémie, il y a quand même un apport finalement, c'est que ces sociétés et d'autres sont en train d'effectuer des tests de ces vaccins d'ARN messager dans le cadre du cancer. J'ai entendu, parce que j'ai participé à certains congrès
virtuelle au jour d'aujourd'hui où, disons, les pontes de Pfizer ou autres étaient présents. Et il y a des données très intéressantes de vaccins à ARN messager, par exemple dans le cancer colorectal. Et sans doute que prochainement, on en entendra parler également dans le cadre du cancer du sein, et pourquoi pas, on l'espère, pour le cancer du sein triple négatif. Et il faut comprendre quand même que cette technologie donne une flexibilité et a des attraits vraiment tout à fait uniques qui n'existaient pas précédemment. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir à ce sujet-là, mais voilà, donc c'est vraiment un apport fantastique. Donc cette piste ARN, effectivement, est pleine de promesses et d'espoir pour vraiment. l'avenir. Oui. Alors, j'ai une autre question qui concerne la recherche en immunothérapie dans le cadre du cancer du sein. On me demande où en est la recherche en immunothérapie dans le cadre du cancer du sein. Oui. Alors, pour ce qui est de... Donc, on entend beaucoup parler d'immunothérapie, telle que dans le mélanome, par exemple, dans le cancer du poumon, et ça a permis des avancées absolument extraordinaires. Pour ce qui est du cancer du sein, en fait, ça se développe de manière assez intéressante. Et assez récemment, il y a quelques semaines, la FDA, à nouveau, a accepté en fait le traitement de cancer du sein par immunothérapie. Ça va prochainement pouvoir être utilisé également en Europe. Et donc, c'est vraiment très très intéressant parce que, on sait, cette immunothérapie, rappelons-le quand même, le but, ça consiste en quoi finalement? Le but, c'est de rééduquer notre système immunitaire et d'arriver à le booster. Et on a donc des systèmes, disons, cellulaires qu'on commence à bien mieux comprendre, et on arrive finalement avec certaines molécules, et on ne va peut-être pas rentrer à ce stade-ci dans le détail de ces molécules qui permettent justement que le système immunitaire fonctionne bien. Dans le cancer du sein, en fait, pour être assez précis, on se rend compte qu'on essaie d'avoir un volet combinatoire. C'est ce vers quoi d'ailleurs on essaie d'aller de plus en plus. Donc des patients sont traités par chimiothérapie, il y a une plus-value. Dans le cadre du cancer du sein triple négatif, c'est la première ligne, on le sait. On a déjà évoqué le fait que ça ne fonctionnait malheureusement pas pour toutes les patientes. Et donc on essaye de combiner cette chimiothérapie avec une immunothérapie. Et on arrive quand même à avoir finalement une prolongation de la survie des patientes grâce à cette immunothérapie. Donc il y a un progrès certain, et prochainement, ce nouveau type de traitement pourra être également administré en Europe. Pour les différents types de cancer du sein, y compris le cancer du sein triple négatif. Oui, absolument. Et de nouveau, pour être quand même complet par rapport à cela, et pour essayer de lier finalement l'intérêt de la recherche fondamentale et de l'apport que ça peut avoir assez rapidement en recherche clinique, dans le cancer du sein triple négatif, peut-être qu'on va y revenir, mais en fait, il faudrait parler des cancers du sein triple négatif. Ils sont très hétérogènes. Et on s'est rendu compte, dans des recherches relativement récentes, qu'un des sous-groupes du cancer du sein triple négatif, donc il y a cancer du sein, il y a des sous-groupes, et dans le cancer du sein triple négatif, il y a encore des sous-groupes. On comprend la complexité. Eh bien, on sait que certaines de ces tumeurs de cancer du sein triple négatif, tumeurs de triple négatif, sont particulièrement propices à la réponse à l'immunothérapie. Et donc il faut essayer de mieux les identifier. Ça, c'est vraiment de nouveau le but, et on en revient à la question qui a été posée précédemment, et le docteur Van Stechel en a parlé également, c'est d'arriver à détecter quelles sont les patientes qui vont le mieux répondre à la chimiothérapie, immunothérapie. Et pour ça, on l'aura compris, on a besoin de comprendre les mécanismes d'action qui opèrent dans ces cancers. Oui, c'est très clair. Didier, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Non, je pense que tout a été dit. Très bien, oui, c'est très clair, merci beaucoup. On a encore maintenant d'autres questions qui concernent notamment ici les facteurs de risque. On me demande si les facteurs de risque du cancer du sein triple négatif sont identifiés et s'il y a un risque qui est lié à la génétique. Donc, très bonne question. Il y a effectivement des facteurs de risque. C'est bien sûr une maladie qui est multifactorielle. Il y a deux volets. Il y a l'aspect, alors je peux commencer par l'aspect génétique.
l'autre aspect qui sera environnemental, et je suis sûr que le Dr Van der Stechel pourra en parler de manière plus, peut le développer plus avant. Pour ce qui est de l'aspect génétique, en fait, on a pu identifier un certain nombre de ce qu'on appelle des gènes de prédisposition. Pour être technique, on parle de gènes suppresseurs de tumeurs, c'est-à-dire ce sont des gènes clés dans le cancer qui normalement freinent la prolifération tumorale. Malheureusement, ces gènes peuvent être endommagés. On peut avoir des mutations génétiques. Je pense que tout un chacun sait maintenant ce que ces mutations, ce qu'elles effectuent et ce en quoi elles consistent. Et il y a particulièrement 2 gènes qui sont importants. On parle de BRCA1, BRCA2. Et donc, ces gènes peuvent contenir en fait plusieurs centaines de mutations différentes suivant les patientes. Et il faut savoir que, en fait, on a à peu près des patientes qui auront un gène BRCA1 muté auront 80% de malchance en quelque sorte de développer un cancer du sein. Et on parle ici de cancer du sein triple négatif. Mais il faut quand même mentionner que dans ces cancers du sein, on parle à peu près de 10%, triple négatif, de 10% des patientes qui ont ces mutations. Donc je voulais donner, disons, ces aspects très chiffrés dans le cadre du cancer du sein, triple négatif. Et pour l'aspect environnemental, et de nouveau vous prendrez, je pense, le relais, Dr Van der Stechel, il est très clair que dans le cancer du sein triple négatif, mais finalement c'est vrai pour tous les types de cancers, notre mode de vie est absolument prépondérant. Et ça veut dire que le tabac, l'alcool, la nourriture, tous ces facteurs-là sont absolument essentiels et on peut en partie, en tout cas certains d'entre eux, les contrôler. Et c'est vraiment prépondérant en termes de prévention et en termes de facteurs de risque. Oui, oui. Didier, vous voulez sûrement ajouter quelque chose ? Moi, je dirais effectivement, les facteurs de risque des cancers triple négatifs sont dans l'immense majorité d'entre eux les mêmes que les facteurs de risque des autres cancers du sein. Il n'y a pas de spécificité, sauf celle que vous avez rappelée, c'est-à-dire qu'effectivement, ces mutations des gènes BRCA1, BRCA2, et sont des gènes qui sont connus du grand public, parce que ce sont les gènes qui sont responsables des formes héréditaires de cancer du sein. Ça représente 5 à 10% des cancers du sein, mais c'est quelque chose qui a fort frappé l'opinion et le grand public. Bien, il y a effectivement un lien particulier entre mutation BRCA1, BRCA2 et cancer du sein triple négatif. Pour le reste, c'est le surpoids, particulièrement après la ménopause, l'alcool, en insistant très fort là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment connu du grand public. Même une consommation faible, voire très faible d'alcool, c'est déjà un risque supplémentaire de cancer du sein. Tout cancer du sein, y compris les triples négatifs, le manque d'activité physique, et on conseille minimum 3 à 4 heures par semaine d'activité physique d'intensité moyenne. Vous l'avez cité, l'alimentation, oui, mais sans qu'on ne puisse incriminer un aliment en particulier. Et les recommandations de prévention face au cancer du sein, c'est les recommandations générales d'une alimentation variée, équilibrée, c'est-à-dire beaucoup plus de fruits et de légumes, moins de graisse animale, mais on ne va pas donner un coup de projecteur sur tel ou tel aliment en particulier, sauf l'alcool. Non, il n'y a pas d'autres facteurs spécifiques, ni cancer du sein triple négatif dans notre alimentation. Peut-être éviter les aliments ultra transformés, trop de viande. Oui, mais ça c'est une recommandation, encore une fois, très très générale, qui sera favorable pour notre santé, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir aller faire le lien avec tel ou tel cancer particulier. On sait que les pesticides sans doute peuvent avoir une incidence, une alimentation qu'on dit plus de type méditerranéenne est importante, peut-être moins de type, on va dire, occidental, en tout cas nord-américaine, à base de viande, comme rouge, en tout cas comme vous l'avez mentionné. Donc, finalement, ce sont des recommandations qu'on entend tous, mais finalement, c'est relativement simple quand on y pense d'essayer d'adopter ces mesures-là.
et donc on se doit de les prendre en compte. Oui, bien sûr. Et vous avez mentionné le tabac, évidemment, le tabac aussi. Alors, le tabac, bon, on est à la Fondation contre le cancer, c'est pas vraiment notre meilleur ami, mais le lien tabac-cancer du sein existe, mais c'est pas le cancer du sein qui est la première conséquence du tabac. Hein. Non, bien le sûr. tabac a fait bien d'autres ravages, donc pas de tabac avec ou sans cancer du sein, ça c'est clair. Mais vraiment, je voudrais remettre le coup de projecteur sur l'alcool, parce que c'est probablement là qu'il y a le plus d'idées fausses ou de manque de connaissances dans le grand public. Le moins possible, c'est le mieux, certainement pour la prévention des cancers et en particulier pour la prévention des cancers du sein, mais pas que. Il y a également les cancers de la sphère ORL, donc la bouche, la gorge. Il y a les cancers du gros intestin, d'autres cancers fréquents. Donc il y a d'excellentes raisons au pluriel pour limiter au strict minimum sa consommation d'alcool. Comme vous le disiez au début, hein, oui. les facteurs sont c'est multifactoriel, donc il y a effectivement toute une série de mesures de prévention qu'on peut prendre et de vigilance qui permettront en tout cas de mettre de meilleures chances. Et on le sait, la Fondation est terriblement active à ce sujet-là, et c'est pas pour rien. Il y a peut-être encore un sujet dont on n'a pas parlé au niveau prévention, c'est les hormones. Et la situation a fort changé depuis quelques années. Vous savez, si vous vous souvenez, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on avait très généralement tendance de prescrire des hormones féminines aux femmes qui arrivaient à la ménopause pour leur faciliter le passage de la ménopause et leur qualité de vie. Eh bien, on s'est rendu compte que cette prise d'hormones à la ménopause augmentait un peu, mais augmentait de façon tout à fait mesurable le risque de cancer du sein. Et donc on a fait un petit peu marche arrière depuis, on prescrit beaucoup moins systématiquement, on limite la prise d'hormones à la ménopause chez les femmes qui ont vraiment d'énormes problèmes liés à la ménopause. Et si c'est le cas, ça peut être une bonne indication, mais on ne le fait plus sans réfléchir, en le proposant à tout le monde. Et donc ça a eu un impact favorable sur le risque de cancer du sein. On a aussi énormément parlé de la prise de la pilule contraceptive. Il y a peu d'évidence dans ce domaine. On se pose des questions sur les éventuels risques, mais vraisemblablement faibles, d'une prise à un âge très jeune. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer trop tôt chez une adolescente la prise de la pilule, mais ce ne sont pas là les principaux facteurs de risque, soyons clairs. C'est, excepté le cas particulier du risque génétique, les mutations dont on a parlé, c'est essentiellement notre mode de vie occidental qui pose problème. Oui. J'ai justement une autre question qui rejoint un petit peu ce dont on a parlé. Mais quelqu'un demande, est-ce qu'il y a un régime alimentaire qui permettrait de prévenir le cancer du sein ? On l'a dit, alimentation variée, équilibrée. Et plus que l'alimentation, et c'est de façon générale en cancérologie, en prévention des cancers, c'est le poids auquel il faut faire attention. Et le poids, c'est évidemment la conjonction de plusieurs choses, bien sûr l'alimentation, l'activité physique ou le manque d'activité physique, l'alcool qu'on oublie toujours parce que l'alcool est une source majeure de calories et donc les calories, ça peut se transformer en kilos si on ne les utilise pas. Donc alimentation variée, équilibrée, je le répète, mais sans aller plus loin dans le détail, mais garder, si possible, à longueur de vie, un poids sain. Les kilos superflus, c'est un facteur de risque pour toute une série de cancers, y compris le cancer du sein. Et j'ajouterais, certaines études semblent indiquer quand même que la vitamine D pourrait être plutôt favorable dans le cadre du cancer du sein. Et on sait qu'on peut retrouver ça, par exemple, dans les poissons gras de type saumon, thon. Donc voilà, ce sont les études en cours. Et on recommande des prises saisonnières aussi pour la vitamine D. Oui. Mais là, je conseillerais d'avoir, si on prend des suppléments alimentaires de vitamine D, de prendre des suppléments à dose raisonnable. On trouve dans le commerce des doses astronomiques de vitamine D. Ça n'est jamais une bonne idée de se surcharger de quoi que ce soit. Oui, absolument. Voilà. Je suppose que les personnes doivent demander conseil à leur médecin traitant de toute façon pour ce genre de dosage. C'est la meilleure chose à faire. Alors ici, j'ai une question encore dans le cadre des diagnostics. On me demande quels sont les signes d'alarme d'apparition d'un cancer du sein triple négatif. Est-ce qu'on a des signaux d'alarme qui sont différents ? Non.
pour ce type de cancer-là? Je vois Donc, Didier qui fait non de la tête. Alors, dans les signes en tant que tels, non, sont les signes classiques. Mais l'âge. Voilà, l'âge, bien sûr. Oui, oui. Vous l'avez évoqué, absolument. Donc, c'est plutôt un cancer du sein qui apparaît chez les femmes, en tout cas plus jeunes que pour les autres. Quand vous dites plus jeune, c'est On est autour de 40 ans. Autour de 40. Voilà, ça peut affecter ces femmes-là, alors qu'on est plutôt vers 50 plus pour les autres sous-types. Donc voilà, il n'y a pas vraiment, comme on le dit, de signes particuliers. Maintenant, il y a quand même une particularité à prendre en compte. On a dit que le cancer du sein triple négatif, c'est un cancer du sein qui est particulièrement agressif. Donc peut-être un signe quand même, c'est la rapidité avec laquelle les signes pourraient se développer. En quelques semaines, en fait, par exemple, la tumeur, et donc une boule qu'on pourrait sentir, pourrait en fait doubler, évoluer. Donc cette rapidité-là, quand même, peut donner un indice d'un cancer du sein très agressif, et en l'occurrence de triple négatif. Ouais. Et je rajouterais peut-être une chose qui n'est pas liée aux symptômes de ce cancer, mais effectivement, la découverte d'un cancer du sein triple négatif chez une femme jeune, autour de 40 ans, ce qui est beaucoup plus jeune que la moyenne pour les cancers du sein, le lien qu'on a évoqué avec les cancers du sein héréditaires, ça peut être une indication de consultation génétique. Absolument. Pour se demander si on est effectivement dans un contexte de cancer du sein héréditaire, ce qui peut avoir des conséquences pour les enfants, par exemple. Oui, certainement. Alors, j'ai une question ici sur les métastases, en fait. On demande comment détecter la présence de métastases. Oui, alors, dans le cadre du cancer du sein triple négatif, donc rappelons quand même ce que sont ces métastases. On le sait qu'il y a d'abord, initialement, la tumeur primaire, c'est-à-dire dans le siège même de l'organe où ces cellules vont se développer, dans la glande mammaire pour ce qui est du cancer du sein. Malheureusement, elles peuvent, par des mécanismes assez complexes, ces cellules cancéreuses peuvent se propager, se disséminer dans d'autres tissus, dans d'autres organes. Et on parle là de métastases. Et ce terme, de nouveau un petit peu technique, est très très important parce que la mortalité essentielle en fait du cancer du sein triple négatif, du cancer du sein, des cancers, sont liées à ces fameuses métastases. Et donc, l'élément vraiment essentiel, c'est d'arriver à trouver des diagnostics, de dépister et des traitements. Peut-être qu'on y reviendra si on a le temps. On n'a pas abordé un volet d'épigénétique lié à nos récentes recherches soutenues par la Fondation, où on espère amener vers une nouvelle piste de traitement pour les métastases. Mais donc, en termes de signes, finalement, puisque le siège, on le sait, dans le cancer du sein triple négatif, de ces autres organes tissus, on parle ici des os, on va parler du poumon, du foie, en fait des signes qui sont liés à des conséquences délétères dans ces organes pourront être des signes de métastase. On parle de fractures osseuses, on parle de jaunisse par exemple, on parle de problèmes d'essoufflement. Eh bien, ces signes-là pourraient être un indice de ce type de cancer du sein. N'oublions pas, triple négatif, mais n'oublions pas que essoufflement, on le sait avec le Covid, ça peut être lié évidemment à d'autres types de maladies. Donc, soyons quand même prudents par rapport à ces analyses. En ce qui concerne les métastases, on ne va pas attendre qu'elles se manifestent pour les rechercher. Si on fait un diagnostic de cancer du sein, quel qu'il soit, et encore plus de cancer du sein triple négatif, au moment du diagnostic, on va faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. Donc on va faire toute une série d'examens, notamment d'imagerie médicale, pour rechercher dans les organes cibles où les métastases sont fréquentes, et vous les avez cités, poumon, os, foie, cerveau éventuellement, on va aller rechercher la présence, même asymptomatique, de métastases. Okay. Oui, absolument. Très bien. Alors j'ai ici une question qui nous est arrivée dans le chat. Pourquoi faire une chimiothérapie plusieurs mois avant la chirurgie? C'est peut-être une question. C'est une des pistes de traitement qui est utilisée dans les cancers du sein triple négatif. C'est ce qu'on appelle la chimiothérapie néo-adjuvante, c'est-à-dire celle qu'on donne avant la chirurgie. Alors, ça peut avoir deux intérêts. D'une part, quand on donne la chimiothérapie sur une tumeur présente,
on va pouvoir beaucoup plus facilement objectiver l'efficacité, ça c'est le cas positif, ou l'absence d'efficacité, ça c'est la mauvaise nouvelle, de cette chimiothérapie. Et dans l'ensemble, à peu près la moitié des cancers du sein triple négatif répondent bien à la chimiothérapie, ce qui est important pour le devenir de ces femmes. Et le deuxième avantage de commencer par la chimiothérapie, c'est que ça va réduire la tumeur lorsque la chimiothérapie fonctionne, ça peut même la faire apparemment disparaître et ça va permettre plus facilement un acte chirurgical ou un acte chirurgical plus limité dans un deuxième temps. Donc, c'est intéressant pour ces deux raisons-là. Absolument, oui. Merci Didier. J'ai une question ici sur les effets secondaires. Quels sont les principaux effets secondaires des traitements et comment peut-on y remédier? Oui, je peux commencer. Hein. Donc, là, à nouveau, ça va être des signes finalement relativement classiques, malheureusement, si on parle de chimiothérapie. Donc, ça peut être des nausées, des vomissements, perte de cheveux. Et puis, finalement, on affecte bien sûr notre système immunitaire. Alors, il y a moyen d'essayer de pallier quand même un petit peu à cela. On peut donner des piqûres de facteurs de croissance pour essayer d'un petit peu booster à nouveau le système immunitaire. Donc là, de nouveau, ce sont des signes relativement classiques qu'on va retrouver dans le cancer du sein et notamment cancer du sein triple négatif. J'en rajouterai un qui est important pour la qualité de vie et qui est surtout très fréquent, c'est la fatigue intense qui peut être liée à la maladie proprement dite, mais qui est souvent une des conséquences, un des effets secondaires de la chimiothérapie, parce que comme vous l'avez dit, la chimiothérapie, elle perturbe la régénération du sang, les globules rouges. Manque de globules rouges, c'est anémie, c'est fatigue. Les globules blancs, c'est risque d'infection. Voilà. Les plaquettes, c'est risque de saignement. Donc ça, c'est certainement l'effet secondaire le plus critique de la chimiothérapie. On a parlé d'alimentation, l'appétit aussi, peut-être la perte d'appétit. Perte d'appétit, parfois modification du goût, ce qui peut perturber l'alimentation, tout à fait. Oui. J'en profite pour dire peut-être qu'on a fait ce livre à la Fondation contre le cancer pour les patients atteints de cancer et pour leur proposer des recettes qui sont justement adaptées, riches en calories et qui sont prévues justement pour cette période particulière. Et l'alimentation est un point d'attention particulier pendant le traitement, effectivement, parce qu'un amaigrissement trop important, ce qui n'est pas la règle ou la norme pour tous les patients, mais qui peut arriver pour toute une série de causes médicales qui conjuguent leurs effets, eh bien, non seulement c'est un risque pour le patient, mais c'est aussi un risque pour l'efficacité du traitement. Donc, des conseils d'oncodiététique ciblés, adaptés, ça peut tout à fait faire partie du traitement et être important, non seulement pour l'efficacité du traitement, mais pour la qualité de vie. Merci Didier. Alors, on va prendre une dernière série de questions sur les récidives. Donc, j'ai une question ici. Après la chirurgie, la chimio et la radiothérapie, le cancer du sein triple négatif peut-il récidiver? Et quel est le taux de récidive du cancer du sein triple négatif? Oui, malheureusement, il peut récidiver, absolument. Le taux à 5 ans est à peu près de 40%, donc c'est quand même très, très élevé. Et le problème, en fait, on l'a évoqué, ces fameuses métastases, c'est qu'on a du mal, après ces traitements de première ligne, en quelque sorte, d'éradiquer toutes les cellules. On commence à mieux comprendre certaines d'entre elles. C'est lié à ce qu'on appelle, par exemple, des cellules souches cancéreuses. Et il faudrait trouver des traitements pour vraiment les éliminer. Malheureusement, ces quelques cellules, par exemple, qui subsistent encore et qu'on n'a pas pu éliminer, par exemple avec la chimiothérapie, eh bien, vont reprendre le dessus après quelques années. Et là, pouvoir entraîner ces fameuses métastases qui sont très, très délétères et qui pourront avoir des conséquences très fâcheuses. Mais là, j'ai trouvé une information intéressante en préparant. Et la raison, je pense que vous l'avez bien expliqué, c'est ce caractère rapide du développement des cancers triple négatifs. Les métastases après un cancer du sein triple négatif ont tendance à se produire plus tôt que dans les autres formes de cancer du sein. Donc le pic de métastase se situe aux alentours des 3 ans et diminue fortement après 5 ans, ce qui n'est pas le cas
pour les autres cancers du sein. On peut avoir des métastases parfois très tardives dans certaines formes de cancer du sein. Ça semble être beaucoup moins vrai. Et ça, c'est peut-être une petite bonne nouvelle pour le cancer du sein triple négatif. C'est correct, oui, tout à fait. Dernière question ici concernant les récidives. Est-ce qu'un cancer du sein hormonodépendant peut-il récidiver sous forme de cancer du sein triple négatif? Alors, c'est relativement rare. Ce qui peut se passer, c'est plutôt l'inverse. Mais dans ce sens, c'est pas très fréquent en fait. C'est pas fréquent. Et c'est pas impossible, effectivement, parce que on a oublié de dire plein de choses dans l'introduction, que dans les mécanismes de la cancérisation, un cancer, ce sont des cellules extrêmement instables sur le plan génétique parce qu'elles ont accumulé des mutations et que donc, effectivement, au fil de l'histoire d'un cancer, il peut y avoir des modifications très très importantes comme celles que vous avez évoquées. Oui, absolument. Il est déjà presque temps de clôturer notre webinaire. On a effectivement dit beaucoup de choses et sans doute pas assez. J'aimerais encore poser 3 questions au professeur Fuchs. La première, c'est savoir quel est pour vous l'impact du financement de la Fondation contre le cancer dans votre travail de recherche. Écoutez, c'est une question vraiment importante parce que l'impact est essentiel, il est indispensable. Et il faut dire que, d'ailleurs, globalement, on en reparlait juste avant le début de l'émission. Globalement, finalement, les donations pour la recherche contre le cancer contribuent à plus de 40% de la recherche à l'heure actuelle en Belgique. Donc, c'est vraiment très, très conséquent. Ça veut évidemment dire que sans la générosité de tout un chacun, on ne pourrait pas faire des progrès aussi quand même majeurs. Et donc, de notre côté, le soutien qu'on a de la Fondation, comme je l'ai dit, est indispensable. Je pense que j'ai évoqué certains de nos projets qui ont été soutenus en termes diagnostiques, en termes thérapeutiques. Et il faut savoir qu'on fait de plus en plus ce qu'on appelle de la cartographie de nos gènes, de la cartographie épigénétique également, ce qu'on appelle de la génomique et de l'épigénomique, de nouveau des termes un petit peu compliqués, mais ce sont des recherches qui sont très coûteuses. Oui. Donc on a besoin absolument du soutien effectivement de la Fondation. Oui, oui. Mais voilà, vous me donnez l'occasion d'en profiter pour remercier tous nos donateurs. Voilà. Et ils sont nombreux à regarder ce webinaire. Et donc vraiment, ça leur donne l'occasion de voir de manière très concrète l'impact direct de leur donation. Et c'est important. Alors vite, encore 2 petites questions. L'une, c'est quel est le moteur de votre motivation dans votre travail de chercheur? Je sais que c'est une vaste question, mais si vous pouviez résumer ça en une phrase ou 2. D'accord. Donc, je dirais que notre motivation, elle est de plusieurs ordres. Je peux en considérer 2. La première motivation, c'est finalement d'apaiser notre curiosité en quelque sorte et de mieux comprendre. C'est vraiment le but de nos recherches. J'imagine, on l'a compris. C'est nous de mieux comprendre les mécanismes du cancer par l'angle de l'épigénétique, de la syntaxe de nos gènes, et par là de pouvoir mieux le traiter. Donc ça, c'est une de nos motivations. Et j'ai envie de dire que la deuxième, donc ça c'est le volet, on va dire, finalement fondamental, mais il y a un deuxième volet, c'est qu'on espère pouvoir transposer nos recherches, notre compréhension du cancer du sein triple négatif, en particulier, pour le bien des patients, des patientes. En l'occurrence. Donc c'est vraiment une motivation qui nous fait nous lever le matin. Moi, je voudrais ajouter 2 mots, parce que je vous ai vu fonctionner, notamment dans des conseils scientifiques, et ces 2 mots qui vous collent bien, je trouve, c'est rigueur et passion. Merci, d'accord, j'apprécie. Merci beaucoup. Et ma dernière petite question, c'est quel est votre rêve ou votre espoir pour demain, pour l'avenir ? Oui, alors, l'espoir, le rêve, l'espoir, c'est finalement lié à pouvoir utiliser certaines de nos avancées pour le bien des patientes. Et peut-être, pour être concret et terminer un petit peu, un volet que on n'a pas eu le temps évidemment de tout aborder, mais il y a un volet de nos recherches, à nouveau soutenu à l'heure actuelle par la Fondation, qui a trait à la compréhension des métastases et à des nouveaux traitements.
Et donc, on a parlé à un moment des vaccins ARN. Je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais je l'avais abordé dans le petit reportage, dans la vidéo. On s'intéresse à l'heure actuelle, non pas à l'épigénétique de l'ADN, de la syntaxe de l'ADN, mais maintenant plus à l'épigénétique de l'ARN, donc la syntaxe de l'ARN. Et nos recherches, à l'heure actuelle, permettent d'entrevoir des nouveaux mécanismes qui pourraient expliquer le développement de métastases dans le cancer du sein triple négatif. On observe qu'en fait, il y a des défauts de l'épigénétique de l'ARN, que j'ai un petit peu expliqué de nouveau avec des diapositives pendant le reportage, donc qui mettent à jour une nouvelle compréhension de ces métastases. Et on a également identifié potentiellement, c'est encore de la recherche fondamentale, translationnelle, potentiellement un nouvel angle d'attaque pour contrecarrer ces métastases. On l'a quand même expliqué, je pense, tout au long des questions-réponses, qu'un élément critique dans le cancer, en général dans le cancer du sein triple négatif, c'est de pouvoir détecter et traiter les métastases. Donc quand on parlait de rêve et d'espoir, concrètement, on espère que ces découvertes en épigénétique d'ARN pourraient conduire à des thérapies inédites pour contrecarrer les métastases dans le cancer du sein triple négatif. Merci beaucoup. Oui, ça rejoint notre slogan de « Transformons l'espoir en victoire ». On espère vraiment que on va pouvoir vous aider à porter plus loin ces recherches et à vraiment, au bénéfice des patients, à avancer dans cette direction-là. Voilà, notre webinaire est à présent terminé. Merci beaucoup, professeur Fuchs, merci beaucoup Didier van der Stechel pour vos éclairages sur cet important sujet. Je pense que beaucoup auront trouvé des réponses à des questions qu'ils se posaient avant ce webinaire. J'espère aussi que les donateurs seront heureux d'avoir pu justement prendre conscience de ce qui se passait réellement dans les laboratoires grâce à leurs donations. Sachez aussi que ce webinaire sera retransmis sur le site de la Fondation contre le cancer. Vous retrouverez le lien pour pouvoir le revisionner. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter Cancer Info. Et voilà, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos prochains webinaires. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci.